Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Après un premier épisode consacré à la manifestation du merveilleux chez George Sand, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel épisode, dédié cette fois à la représentation de la ville en littérature, un sujet sur lequel nous nous pencherons à l'aide de quelques références choisies. Alors je me suis intéressée à ce thème parce que j'ai eu envie d'explorer ce fameux adage médiéval allemand Stadt Luft macht frei, l'air de la ville rend libre, qui, à mon sens, trouve une résonance particulière en littérature. Cet adage provient vraisemblablement du Moyen Âge, période durant laquelle, en Europe, les paysans commencent à quitter les campagnes pour s'installer en ville. Indépendance, progression sociale et profit exercent un pouvoir d'attraction sur ces individus, jusqu'alors contraints par les prérogatives du système féodal en vigueur. Schématiquement, c'est dans ce contexte historique d'affranchissement que les villes se développent et se dotent d'un fort pouvoir d'attraction. En littérature, dès le XIIe siècle en Europe, les récits descriptifs des villes émergent et se multiplient, reflétant l'importance de leur expansion en tant qu'unité autonome. On retrouve de nombreux ouvrages faisant l'éloge des villes, notamment en Italie et en France. Ce mouvement se poursuit au XIVe siècle avec le genre de la chronique urbaine, dont les auteurs sont bien souvent des voyageurs ou des marchands. Au XVe, une poésie que l'on pourrait qualifier d'urbaine se dessine timidement, dans l'œuvre de Villon notamment, avec le Testament, un recueil de poèmes dans lequel il dresse un portrait satirique des Parisiens et des lieux emblématiques dont Paris est constitué. Mais la ville, dans bon nombre de ses récits ou poèmes, est représentée de façon statique et désincarnée, faisant parfois référence à un passé plus ou moins mythique et prestigieux. Ceci étant, on peut retrouver d'ores et déjà une certaine affirmation d'une conscience et d'une identité proprement urbaine. Mais c'est surtout au XIXe siècle que la ville commence à être véritablement mise à l'honneur en littérature. À partir de cette période, la ville, en particulier Paris pour la France, connaît une ascension littéraire fulgurante, allant de pair avec sa transformation esthétique et son important développement démographique. La capitale française, dans cette époque d'industrialisation croissante, attire nombre de provinciaux qui espèrent trouver un emploi et un cadre de vie moins rude. Paris est également synonyme de progrès, accessible à chaque coin de rue, avec notamment la généralisation de l'éclairage public au gaz dès 1830. Ce tournant historique opère un changement de paradigme littéraire. Le vieux Paris n'est plus. La forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur d'un mortel. Pour reprendre les mots de Baudelaire dans son poème Le Cygne, issu des Fleurs du Mal, la ville, qui se métamorphose dans un mouvement rapide, frénétique et répété, devient l'élément central des récits romanesques et de l'écriture poétique. Dans ce deuxième épisode, nous allons donc nous intéresser aux contours que prend cette métamorphose, ainsi qu'à certaines de ses traductions littéraires, à travers quelques œuvres choisies. On va s'intéresser tout d'abord à l'émergence de ce que l'on pourrait appeler le roman urbain. Cette notion de roman urbain émerge au XIXe siècle, précisément à partir des années 1830, dans les récits de nombreux critiques, auteurs ou universitaires. On oppose à cette époque les romans des mœurs parisiennes aux romans de province. C'est en réalité un type de roman dont l'action se déroule certes en ville, mais cela va plus loin. La ville est le point central du récit, qui est profondément ancré dans le réel et dans l'époque contemporaine. Il révèle la réalité sociale et historique du moment, sans se focaliser sur une classe sociale particulière, ce qui permet un véritable ancrage. L'air du temps y est également retranscrit à travers les descriptions de rues, d'objets ou de décors propres à l'époque concernée. Mais bien que ce type de roman se trouve à la croisée de différentes formes littéraires, il ne faut pas le confondre avec d'autres sous-genres romanesques comme le roman historique qui peut, lui aussi, se dérouler en ville. Dans ce contexte, l'œuvre de Balzac marque une étape décisive parce qu'on passe d'une description statique de la ville à un récit dynamique, ce qui permet de l'appréhender dans sa dimension quotidienne. La comédie humaine favorise ainsi le développement du roman urbain, qui est bien sûr étroitement lié au réalisme. C'est le cas notamment dans La fille aux yeux d'or, Le père Goriot ou encore Les illusions perdues. Zola s'inscrit à son tour dans ce mouvement, dont l'œuvre est constituée de plusieurs romans urbains comme La Curée par exemple. Et par là, peu à peu, le mythe parisien se construit. Dans ces récits, la ville s'avère être un lieu extrêmement ambivalent, objet de considérations diverses. S'agissant du vivre ensemble, la ville peut être décrite comme dangereuse, source de violence et de vices en tout genre. Pour l'individu, elle est dépeinte comme le lieu à conquérir, celui de tous les possibles et de la réalisation de soi. Opportunisme et ambition y font rage. De nombreux personnages balsaciens s'inscrivent d'ailleurs dans cette dynamique, c'est le cas notamment de Rastignac dans Le père Goriot. Mais c'est également le lieu de la perte de repères, de la solitude dans la foule et des espoirs brisés. On y constate également le poids de la bureaucratie. Dans ce contexte urbain, l'anonymat peut être choisi ou subi.
La ville exerce dans tous les cas un fort pouvoir d'attraction. L'ensemble de ces caractéristiques, applicables à l'espace urbain, coexistent et participent à la création du mythe de la grande ville. On l'aura compris, le paysage urbain est donc de plus en plus représenté. Mais pourquoi intéresse-t-il tant les écrivains au XIXe siècle ? Probablement car la ville devient un espace complexe et opaque qu'il faut désormais interpréter. En ce sens, la ville représenterait un mystère que l'écrivain, grâce à sa connaissance intime des lieux, se propose d'éclaircir. Les premières lignes de La fille aux yeux d'or de Balzac, publiées en 1833, illustrent bien cette tentative d'interprétation. Je vous laisse avec la lecture de ce passage. Un des spectacles où se rencontre le plus d'épouvantement est certes l'aspect général de la population parisienne. Peuple horrible à voir, hâve, jaune, tanné. Paris n'est-il pas un vaste champ incessamment remué par une tempête d'intérêt sous laquelle tourbillonne une moisson d'hommes que la mort fauche plus souvent qu'ailleurs, et qui renaissent toujours aussi serrés, dont les visages contournés, tordus, rendent partout les pores, l'esprit, les désirs, les poisons dont sont engrossés leurs cerveaux. Non pas des visages, mais bien des masques, masques de faiblesse, masques de force, masques de misère, masques de joie, masques d'hypocrisie, tous exténués, tous empreints des signes ineffaçables d'une haletante avidité. Que veulent-ils ? De l'or ou du plaisir ? Quelques observations sur l'âme de Paris peuvent expliquer les causes de sa physionomie cadavéreuse qui n'a que 2 âges, ou la jeunesse, ou la caducité. Jeunesse blafarde et sans couleur, caducité fardée qui veut paraître jeune. En voyant ce peuple exhumé, les étrangers qui ne sont pas tenus de réfléchir éprouvent tout d'abord un mouvement de dégoût pour cette capitale, vaste atelier de jouissance, d'où bientôt eux-mêmes ils ne peuvent sortir, et restent ainsi déformés volontiers. Peu de mots suffiront pour justifier physiologiquement la teinte presque infernale des figures parisiennes, car ce n'est pas seulement par plaisanterie que Paris a été nommé un enfer. Tenez ce mot pour vrai. Là, tout fume, tout brûle, tout brille, tout bouillonne, tout flambe, s'évapore, s'éteint, se rallume, étincelle, pétille et se consume. Jamais vie en aucun pays ne fut plus ardente, ni plus cuisante. Mais la représentation de la ville n'est pas l'apanage des romanciers du XIXe, elle fascine également le poète qui parvient à capter le tumulte et l'instantanéité urbaine. Dans un deuxième temps, nous allons donc nous intéresser à la figure du poète dans la cité. Le poète urbain par excellence, ayant élu domicile dans la grande ville qu'est Paris, c'est bien évidemment notre cher Baudelaire avec Les Fleurs du Mal, publié en 1857, qui contient d'ailleurs une section intitulée Les tableaux parisiens et Le spleen de Paris, publié en 1869. Le Paris de Baudelaire, c'est bien sûr celui des travaux haussmanniens, mais également des fameux passages couverts parisiens, comme le passage du Caire ou le passage Choiseul. À partir des années 1822, grâce au progrès technique, les premiers passages parisiens sont construits, des galeries couvertes qui sont en quelque sorte les précurseurs des grands magasins. Ils font d'ailleurs l'objet d'une analyse approfondie de la part du philosophe allemand Walter Benjamin, qui a également traduit l'œuvre de Baudelaire. Ces lieux, éclairés au gaz, sont selon lui des inventions du luxe industriel, car composés de plafonds vitrés, de structures métalliques et d'ornements de marbre. Avant l'avènement des grands magasins, les passages se multiplient et abritent une multitude de boutiques élégantes dans un contexte d'essor de l'industrie textile. Outre la consommation, Walter Benjamin écrit que ces lieux vont faciliter la flânerie citadine ainsi que les rencontres imprévues, topos littéraire cher à Baudelaire. On retrouvera d'ailleurs cette notion de flânerie associée à la ville dans des récits plus récents et de façon quelque peu actualisée, dans un tout autre contexte. C'est le cas notamment dans le roman « Regarde les lumières, mon amour » dans lequel Annie Ernaux évoque ses allées et venues dans son hypermarché, qui se situe bien sûr en proche périphérie de la ville. Elle y observe minutieusement les individus qui s'y trouvent, déambulant devant les produits et les vitrines, en considérant l'hypermarché comme un grand rendez-vous humain. Elle aime s'y promener, ce regroupement de marchandises appelant pour elle à la flânerie. Je vous propose d'en écouter un extrait. Les super et hypermarchés ne sont réductibles à leur usage d'économie domestique, à la corvée des courses. Ils suscitent des pensées, fixent en souvenir des sensations et des émotions.
On pourrait certainement écrire des récits de vie au travers des grandes surfaces commerciales fréquentées. Elles font partie du paysage d'enfance de tous ceux qui ont moins de 50 ans. Si l'on accepte une catégorie restreinte de la population, habitants du centre de Paris et des grandes villes anciennes, l'hypermarché est pour tout le monde un espace familier dont la pratique est incorporée à l'existence, mais dont on ne mesure pas l'importance sur notre relation aux autres, notre façon de faire société avec nos contemporains au XXIe siècle. Or, quand on y songe, il n'y a pas d'espace, public ou privé, où évoluent et se côtoient autant d'individus différents. Par l'âge, les revenus, la culture, l'origine géographique et ethnique, le look. Pas d'espace fermé où chacun, des dizaines de fois par an, se trouve mis davantage en présence de ses semblables, où chacun a l'occasion d'avoir un aperçu sur la façon d'être et de vivre des autres. Les femmes et les hommes politiques, les journalistes, les experts, tous ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un hypermarché ne connaissent pas la réalité sociale de la France d'aujourd'hui. L'hypermarché comme grand rendez-vous humain, comme spectacle, je l'ai éprouvé à plusieurs reprises. La première fois, de façon aiguë, avec une vague honte. Pour écrire, je m'étais isolé hors saison dans un village de la Nièvre et je n'y arrivais pas. Aller au Leclerc, à 5 km, était un soulagement. Celui, en me mêlant à des inconnus, en voyant du monde, de retrouver justement le monde, la présence nécessaire du monde. Découvrant par là que j'étais pareil à tous ceux qui vont faire un tour au centre commercial pour se distraire ou échapper à la solitude. Très spontanément, je me suis mise à décrire des choses vues dans les grandes surfaces. Pour raconter la vie, la nôtre, aujourd'hui, c'est donc sans hésiter que j'ai choisi comme objet les hypermarchés. J'y ai vu l'occasion de rendre compte d'une pratique réelle de leur fréquentation, loin des discours convenus et souvent teintés d'aversion que ces prétendus non-lieux suscitent et qui ne correspondent en rien à l'expérience que j'en ai. Pour en revenir au 19e, la ville opère une profonde transformation esthétique, ce qui est, à l'époque, synonyme de modernité. Dans ce contexte particulier de mutation, la question qui se pose est celle du rapport qu'entretient Baudelaire à la ville. On peut constater que son attachement à la ville se traduit tout d'abord par son refus de la nature et l'absence de fascination qu'il témoigne au monde végétal, élément qu'il évoque à plusieurs reprises dans ses correspondances personnelles. Il y préfère les étonnantes villes, pour reprendre ses mots, et leur prodigieuse musique. En cela, il s'éloigne du romantisme, dont la fusion avec la